va accueillir tout de suite, en enchaînant très vite, Pascale Simard, qui est directrice de l'innovation à Urba-Lyon et qui va nous parler d'urbanisme collaboratif. On va mettre la petite... permet d'annoncer, c'est la prochaine slide. Et il n'y a pas le... Ah si, voilà. Est-ce qu'il y a le petit... Non, il n'y a pas le petit bouquin. Bon, c'est pas grave. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'un ouvrage Point FNO qu'on a réalisé l'année dernière, enfin qui est sorti l'année dernière, dont le titre est Vers un urbanisme collaboratif. Donc cet ouvrage rassemble en fait une vingtaine de 23 fiches de cas sur la façon dont les agences d'urbanisme lancent des processus dits entre guillemets participatifs et la façon dont elles se coltinent le dialogue avec les habitants et les acteurs du territoire. Alors, ces 23 fiches de cas sont évidemment très intéressantes. Le seul problème, je dirais, c'est que derrière le terme participatif, on a un peu l'impression parfois qu'il y a à boire et à manger. Donc, avec des universitaires, on s'est un peu demandé où étaient vraiment les objectifs de ces différentes façons de faire, où étaient les champs d'innovation, où étaient les verrous. Et on a dégagé 3 grandes tendances, je dirais, qui ne sont pas des catégories, mais qui sont juste des tendances. La première tendance, c'est la participation à la construction de la connaissance, donc préalablement au projet. La deuxième tendance, c'est la participation à la co-construction du projet. Et la dernière tendance, c'est la participation à la construction de systèmes d'action des multiplicateurs, on va dire. Alors, pour rentrer dans la première tendance et vous en parler un petit peu, je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Voilà, vous fermez les yeux, vous avez tous bu du café, bon, il est 9h30 du matin, vous n'allez pas vous endormir, voilà, je vais vous en empêcher de toute façon. Vous fermez les yeux et vous êtes au lycée. Vous êtes au lycée, vous êtes dans une salle de classe, plutôt grise, plutôt sale, pas très propre, vous êtes prof, vous avez en face de vous une trentaine d'étudiants, une trentaine de lycéens, ados, hein, vous savez tous comment ils sont, c'est... Voilà, un peu nonchalant quand même. Hein. Et alors la salle est vraiment, vraiment moche, donc vous décidez de la repeindre. Et pour faire les choses bien, évidemment, vous allez interroger vos lycéens, vous allez leur demander comment ça se passe quand ils arrivent, comment ça se passe quand ils partent, s'ils ont des propositions à faire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et à partir de toutes leurs réponses, vous allez élaborer le cahier des charges des peintres qui vont venir repeindre la salle. Et évidemment, après, vous allez expliquer à vos lycéens que vous avez fait en fonction des réponses majoritaires, donc ceux qui voulaient pas la majorité, tant pis pour eux. Et puis, vous allez leur dire qu'il y a beaucoup de propositions qui, évidemment, n'ont pas été retenues parce que ça ne rentrait pas dans les contraintes budgétaires ou dans les contraintes de sécurité, etc. Voilà, donc je vous laisse encore 2 secondes pour imaginer. La salle est propre maintenant, vos lycéens sont toujours dedans. La salle a été repeinte il y a 2 mois. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que les lycéens sont plus attentifs, plus réceptifs ? Est-ce qu'ils sont plus joyeux, plus souriants ? Voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette salle toute propre, toute repeinte 2 mois plus tard ? Et donc maintenant, je vais vous proposer de rouvrir les yeux. On va faire un zoom arrière très 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 rapide et on va se retrouver à l'échelle du territoire, un quartier, un projet, renouvellement, voilà. Vous représentez la collectivité et vous allez constituer un projet de renouvellement urbain par exemple. Et vous allez de la même manière interroger les habitants, les acteurs, les commerçants, les entreprises, etc. Alors évidemment, ça c'est le système des enquêtes, on connaît tous, c'est pas très nouveau. Le champ d'innovation aujourd'hui, qui est quand même assez considérable, il est ouvert par les technologies numériques. Hein. Énormément de choses se font, ça va de la cartographie participative à l'application iPhone, voilà, jusqu'au big data évidemment, hein, qui pose quelques problèmes éthiques parce que là on pose pas la question aux habitants, mais on récupère quand même de l'information. Et donc là, voilà, il y a un champ d'innovation assez important. Il y a quand même un verrou, là, que j'identifie quand même. C'est que si jamais les concepteurs du projet, ceux qui vont intervenir après, des architectes, des urbanistes, etc., ils arrivent en disant « Oh bah oui, mais moi, ça, c'est mon métier, hein, pourquoi on va les écouter? De toute façon, ils vont rien m'apprendre, ces habitants. Hein. » Bon, bah là, c'est mort. Voilà. Alors évidemment, ils ne sont pas ici. Ils ne sont sûrement pas à Lille ni à Dunkerque, il n'y a pas de souci. Par contre, le poids relatif dans ces démarches-là qu'on donne à l'expertise professionnelle, l'expertise technique d'un côté et l'expertise d'usage de l'autre, ça reste toujours un champ de bataille considérable, où il y a des conflits de pouvoir qui se jouent et évidemment qui ne sont pas gagnés.
Pour aborder le deuxième registre, qui est la co-construction des projets, je ne vais pas m'apesantir, on va en parler beaucoup ce matin. Là, il y a là aussi évidemment d'énormes champs d'innovation. Hein. Il y a tout un tas de choses qui se font, il y aura des présentations ce matin, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, il y a des artistes qui interviennent, des médiateurs, il y a des designers, il y a des outils aussi, plein d'outillages qui arrivent. Et alors là, je voudrais juste souligner que dans ce deuxième registre de participatif qui est la co-construction des projets, le verrou majeur, c'est quand même à l'échelle de la décision. Parce que vous imaginez, vous avez fait vos ateliers, vos workshops avec vos habitants, vos commerçants, etc. Vous arrivez à faire des propositions, et puis l'élu, il arrive en disant « Ah oui, non, mais alors moi, c'était pas du tout ce que j'avais dans la tête, donc on va pas faire ça ». Et là, vos habitants, ils sont perdus, quoi. Et donc, le verrou, c'est que co-construction rime un tout petit peu avec co-décision, quand même. C'est, voilà, tant que faire se peut. Pour aborder le troisième et le dernier registre, je vais à nouveau vous demander de fermer les yeux, un petit peu, quelques minutes. Vous retournez au lycée. Et là, vous êtes avec le proviseur et vous vous apercevez qu'il n'y a pas que votre salle qui est dégradée, il n'y a pas que votre salle qui est un peu vieillotte, c'est tout le lycée. Voilà, tout le lycée, les peintures sont en train de tomber, tout décrépit partout. Et là, vous avez quand même un sérieux problème, c'est que l'État a drastiquement diminué ses subventions et les caisses sont vides. Il n'y a pas un rond pour refaire la peinture. Donc là, vous allez lancer un projet d'établissement et vous allez essayer de mobiliser tout le monde, les élèves, les profs, les agents d'entretien, etc., en disant « Allez-y, proposez des projets, proposez des solutions, prenez des initiatives, mobilisez-vous pour que tout le monde participe, tout le monde mette la main à la pâte, tout le monde trouve des moyens pour rénover ce lycée. » Et puis, ça part. Il y en a qui se lancent dans l'histoire, ils vont mobiliser les parents, ils font du crowdfunding, ils vont faire des collectes de peinture, ils prennent les rouleaux, etc. Et tout ça se fait dans le temps, petit à petit. Et alors vous, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez d'abord quand même essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'étudiants qui restent sur le quai, qui ne rentrent pas dans le système d'animation, parce que quand même vous êtes prof, c'est un peu votre boulot. Et puis vous allez essayer de trouver les outils pour réguler quand même les opérations, de manière à ce que votre lycée ne finisse pas par ressembler à un hangar à fumer des pétards. Voilà, donc vous mettez en place des chartes, des critères de sélection des projets, vous négociez les plannings pour que tout le monde ne se mette pas à peindre les salles pendant les cours, enfin, etc., etc. Et je vous laisse imaginer, donc c'est terminé, enfin c'est terminé, c'est presque terminé. Qu'est-ce qui a changé dans le lycée ? Comment l'ambiance se situe? Est-ce que les gens se parlent différemment? Est-ce que les lycéens font plus attention à la propreté? Est-ce qu'ils se sont mieux appropriés le changement? Est-ce qu'ils parlent différemment aux agents d'entretien, aux profs, etc. Et à l'extérieur, est-ce qu'il y en a qui continuent le projet éventuellement? Est-ce qu'il y en a qui vont dans le lycée d'à côté donner des conseils ou qui vont faire du crowdfunding pour faire autre chose? Je ne sais pas. Donc, là, vous pouvez ouvrir les yeux. On fait petit zoom arrière, on se retrouve à l'échelle du territoire. Ce type de processus où on lance des systèmes d'action de ce type, vous voyez bien que la posture de la puissance publique là, a complètement changé. Hein, la puissance publique ne propose plus un projet, elle n'édicte plus des règles, elle ne dit plus comment il va faire, comment tout le monde va faire, mais elle est plutôt là pour chercher à mobiliser, animer, créer des synergies, développer les initiatives, pousser au développement, à l'innovation, etc. Et son boulot, ça va surtout être de faire en sorte que tout ça avance correctement dans le temps, en acceptant les acteurs nouveaux qui arrivent, les projets nouveaux qui arrivent, etc. Et elle est, dans ce cadre-là, amenée à créer ce qu'on pourrait appeler les infrastructures informationnelles, communicationnelles, financières, juridiques, etc., qui vont permettre à tous ces acteurs de se mobiliser, de se croiser, de générer des innovations, de développer, etc.
Alors ces méthodes-là, elles sont déjà pas mal utilisées en matière de développement économique, évidemment, c'est pas nouveau. Hein. Le développement de projets économiques utilise assez souvent ce type de processus. Par contre, en matière urbain, ça l'est un petit peu moins, c'est plus nouveau. On cite quand même, dans l'ouvrage en tout cas, l'exemple de Montréal, par exemple, où la collectivité a lancé des appels à projets pour que les habitants eux-mêmes, avec des associations, aménagent des espaces de proximité et les entretiennent après derrière. Et là, le verrou, évidemment, c'est justement les acteurs. Il faut quand même qu'ils se mobilisent, qu'ils arrivent à rentrer dans l'action. Et si possible, enfin pas si possible, on leur demande non pas d'oublier leurs intérêts propres, mais on leur demande de s'articuler avec l'intérêt commun et l'intérêt des autres. Donc ça, c'est le verrou de ce troisième registre. Alors en conclusion, vous savez maintenant que dans ces trois tendances, bon évidemment c'est un éventail, hein, c'est pas des catégories cloisonnées, mais vous savez qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise recette, elles sont toutes bonnes potentiellement en fonction des objectifs qu'on poursuit, elles sont toutes génératrices d'innovation. On les choisit en fonction du temps, de la situation, etc. On fait attention aux verrous, évidemment, parce que il faut faire attention à la façon dont les acteurs peuvent rentrer dans des comportements collaboratifs, parce que s'ils ne veulent pas, ou s'ils ne peuvent pas, ou si le contexte n'y s'y prête pas, ça risque de générer d'abord des échecs, ensuite des frustrations. Et les frustrés, c'est pas bien, hein, ni les habitants, ni les experts, ni les élus. Et puis, ce que je voulais terminer sur le fait que vous avez bien compris qu'à travers ces trois registres, finalement, ce qu'on décide, c'est à qui on va donner le pouvoir d'agir. C'est ça la différence. Parce qu'en fait, chacun de ces registres participatifs implique finalement les acteurs dans un rapport différent au futur, et l'opportunité qu'on leur offre de se projeter, voire de s'engager dans un futur collectif ou individuel différent, et donc de s'approprier les changements qui vont avec ce futur, et éventuellement d'adapter leur comportement à ces changements, ça c'est différent dans les trois registres. Et cette question du changement de comportement, elle est assez essentielle évidemment quand on touche à des enjeux environnementaux, des enjeux de développement durable, etc. Donc pour approfondir la question, je vous renvoie à vos salles de classe. Et je voudrais juste, pour terminer, citer deux phrases que j'ai notées hier dans la conférence plénière d'ouverture. Un élu a dit « Le design, c'est d'améliorer le cadre de vie des habitants ». Et un autre élu a dit, une en l'occurrence, « L'important, c'est de donner aux citoyens la possibilité d'être acteurs du changement ». Alors, entre les deux, passer de la première phrase à la deuxième, je ne sais pas si c'est un champ d'innovation, mais à mon avis, ça reste un sacré challenge. Je vous remercie.